Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 8 août, je crois. 8 ou 9, je ne sais plus. Et donc, je voulais, suite à vos nombreux messages privés, vous faire un sans doute dernier, je suppose, sauf fait nouveau, un dernier message hors série sur l'affaire Grégory. Ce message sera rajouté à la playlist de l'affaire Grégory, il y a déjà eu 3 audios qui ont fait chacun 9000 visions. Donc ça sera le 4e et sans doute dernier, dans lequel je vais essayer de répondre de manière résumée à vos questions. Je m'excuse du temps, hein, j'étais occupé à d'autres choses, donc voilà, j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous pour la réponse à vos questions. Alors, tout d'abord, je ne vais pas dans cet audio donner le nom ou de la coupable, parce que si je le savais, je serais déjà à la police responsable du dossier et je devrais témoigner, etc., donner des preuves. Donc c'est pas ça l'objet du message. L'objet du message, c'est vous amener à réfléchir d'une manière sensée, tel le ferait un détective, et pas X ou Y au café du commerce, comme on le voit un peu partout sur Facebook, ça se dispute, oui mais non, non mais oui. À un moment donné, dans ce genre d'affaires, dans ce genre de situation, il faut revenir à la raison, il faut revenir à des faits tangibles, et il faut éliminer au maximum les idées préconçues, ce qu'on pense impossible, etc., etc. Alors, quelle est ma méthode de travail, si on peut appeler ça comme ça? C'est de ne croire absolument rien de ce que les gens affirment. Dans cette affaire, les gens affirment beaucoup de choses. Qui dit qu'il a eu des appels du corbeau? Qui a dit qu'il a fait ceci, il a fait cela, etc. Par définition, tout ça, c'est du vent. Et vous allez vous rendre compte que si on élimine les propos des gens, qui ne sont pas vérifiables, etc., eh bien, il reste peu de choses. Parce que tout repose sur beaucoup de propos. Je rappelle, je ne vais pas tout répéter ce que j'ai déjà dit, hein, sinon on n'en finit plus, mais je rappelle des éléments extrêmement importants quand on parle de cette affaire. À 17h, c'est la dernière fois qu'on voit Grégory vivant quand il quitte de chez sa nourrice. Après ça, plus personne ne va le voir, sauf la maman, mais ce sont des propos qu'elle tient, corroborés par personne, puisque le voisinage n'a pas vu ni la mère, ni l'enfant, ni la voiture, ni le voisin qui promène son chien, ni personne. Donc, c'est un fait, c'est comme ça, qu'il faut tenir en compte quand on parle de cette affaire. À partir de 17h, on ne sait absolument plus rien sur Grégory, plus personne ne l'a vu. Ok. Deuxièmement, il y a un événement quand même important, c'est l'appel de revendication à Michel à 17h32. Personne ne peut témoigner de ça. Donc Michel a très bien pu l'inventer, le préparer, ou dire vrai, bien sûr. Mais il n'y a aucun élément tangible. Et je rappelle un fait très important dans cette affaire qu'on a tendance à oublier parce qu'on l'analyse avec notre réalité d'aujourd'hui. Les téléphones portables n'existaient pas. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que on ne sait pas se prévenir, on ne sait pas dire les choses à la dernière minute. Téléphoner implique de s'arrêter à une cabine ou dans un café et quelque part de s'exposer. On ne peut pas téléphoner au fin fond de sa voiture, caché dans une forêt. Il n'y a pas de téléphone portable. Donc c'est très important de comprendre ça, de comprendre le contexte de l'époque. Également au niveau des écoutes téléphoniques, c'était très basique. Il fallait que les appels durent plus d'1 minute. Et dès que le corbeau l'a su, il a arrêté d'appeler. Enfin bref. Et donc, quand on évacue comme ça toutes les informations parasites, on en arrive à des faits relativement simples. On a, si on en croit les témoignages, on a Bernard Laroche qui, pour une fois,
exceptionnellement, a été chercher sa belle-sœur à l'école, au vu et au su de tout le monde. Tout le monde l'a vu avec sa voiture. Voilà, on ne peut pas dire qu'il est venu la chercher en cachette, d'accord. Après qu'il ait pris sa belle-sœur à l'école, vers les 17h, plus ou moins, on ne sait rien en fait. On ne sait rien, on ne l'a pas vu à la poste, on ne l'a pas vu à proximité de chez Grégory. Enfin, l'un dit oui, l'autre dit non. Enfin, c'est des propos, quoi. Des propos. Donc, en fait, 17h est un élément vraiment clé dans cette affaire parce que c'est le moment où, d'un côté, Muriel Boll est cherchée à l'école et de l'autre côté, c'est le moment où Grégory est cherché à la nourrice. Donc, il y a une sorte de convergence des horaires. Et au-delà de 17h, en fait, on rentre dans le brouillard. Dans le brouillard, dans les versions, dans les interprétations, dans le flou. Voilà. Et ensuite, il y a, j'aimerais que tout le monde réfléchisse à ça, on a un kidnappeur qui se complique drôlement la vie. Pourquoi? Il traverse un champ pour chercher un enfant dont il n'est pas du tout censé savoir qu'il est là, parce qu'il n'y a personne qui peut le prévenir par téléphone portable pour dire « je vois l'enfant avec mes jumelles, tu peux y aller ». Et on voit quelqu'un qui anticipe la réalité, puisqu'on nous dit Bernard Laroche a été chercher Muriel Boll en prévision de l'aider pour prendre le petit Grégory. Donc en fait, il sait à l'avance, apparemment, que la maman va le laisser 15-20 minutes dehors avec un bonnet, avec les volets fermés et la musique à fond, enfin la radio à fond, ce qui ne lui permettra pas d'entendre ni de voir ce qui se passe. Donc apparemment, Bernard Laroche a la faculté de prophétiser que le petit sera là et que donc il pourra le prendre. Et donc on nous dit dans la version officielle, eh bien voilà, il prend Muriel, il va en bas de chez la maison de chez les Villemains, il traverse le champ, personne ne le voit, et par hasard il tombe sur Grégory qui est là, il le prend, il le met avec son fils Sébastien à l'arrière de sa voiture, et puis soit il le tue, soit il le donne à d'autres gens qui le tuent. On nous demande un petit peu d'adhérer à ça, alors que, je répète, on sait qu'il n'y a pas de téléphone portable et qu'il n'y a aucun moyen de savoir tout ça à l'avance. Bon. À un moment donné, comme je le disais, ce kidnappeur s'est drôlement compliqué la vie. Il a anticipé les choses. Ensuite, je sais pas si je vous laisse imaginer, on est quand même en présence d'un petit garçon de 4 ans, attendrissant, etc., qu'on kidnappe, et puis on griffonne très vite une lettre de revendication qu'on met dans une enveloppe et qu'on met dans la boîte aux lettres de l'éponge. Puis, après avoir fait tout ça, on s'arrête dans un café ou dans une cabine pour faire un appel à Michel pour dire on achetait le petit dans la Vologne. C'est quand même quelqu'un qui fait... parce que l'enfant, on va le retrouver dans la Vologne, donc ça sera, à ce moment-là, tout le monde le saura. Donc c'est quelqu'un qui se complique drôlement la vie. Il envoie des courriers, il téléphone, il kidnappe. Il met des... Ah oui, j'oublie, il met des petits lacets. Il fait des nœuds aux mains et aux pieds du petit. Vous imaginez, tout ça en 30 minutes, c'est pas mal, hein, faut avouer. Donc à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le timing, dans la difficulté, lettres, appels, les lacets, les nœuds, pardon, c'est pas des lacets. Ça fait beaucoup à avaler. Mais le souci, c'est qu'on a une Muriel Boll qui, d'après la police, et le brave monsieur Cessna, qui a l'air quand même assez franc et assez honnête, on se retrouve devant une Muriel qui déclare en gros voilà, qu'ils ont tout fait, quoi. C'est un peu bizarre aussi, une jeune fille de 15 ans qui a l'air tout sauf soumise, qui comme ça déballe tout ça, soi-disant par peur. Il y a plusieurs interprétations. Soit on dit elle a eu peur, elle a tout dit.
Soit on dit on l'a forcé à dire ça pour boucler l'affaire. Après, il y a aussi moyen de dire, est-ce que Muriel Boll, et c'est ma version à moi, est-ce que Muriel Boll n'a pas dit amen à tout parce qu'elle cachait un autre secret, qu'elle ne voulait pas dire une autre raison pour laquelle Bernard Laroche est venu la chercher à l'école, qui n'a peut-être rien à voir avec le kidnapping du petit, mais qui a à voir avec d'autres choses qu'elle n'a peut-être pas envie de raconter non plus. Et dans l'affolement, elle s'est peut-être dit, il vaut mieux peut-être tout mettre sur l'affaire du petit. C'est ce qui me semble le plus logique dans cette affaire. Si on doit vraiment choisir une raison qui serait la source de tout ça. Donc, mais ça vient parasiter toute l'enquête. Ensuite, on a quand même des policiers, il faut le redire, qui n'ont pas jugé utile, après la disparition du petit Grégory, de faire une perquisition chez lui. Voir sa chambre, voir l'endroit où il a joué, voir où était la maman, voir si tout ceci est possible, etc. Ça, c'est les lacunes policières qu'on connaît. Mais bon, l'objet n'est pas de m'attarder là-dessus. C'est à un moment donné de vous dire que souvent dans ce genre d'affaires, il faut une explication un minimum rationnelle. Je veux rappeler aussi une autre chose. Avant ce meurtre, le corbeau a été silencieux pendant 18 mois. 18 mois, c'est beaucoup. 18 mois, c'est 1 an et demi. Et ce qui nous amène à penser la chose suivante, parce qu'on se dit, pourquoi en fait, quand cette affaire éclate, Marie-Ange se précipite chez un épicier pour appeler la police? Pourquoi il y a tout le monde à l'air mal à l'aise, etc. Parce qu'en fait, c'est simple. Il se peut très bien que le lien que les enquêteurs ont fait, que nous avons tous fait, n'est pas un vrai lien. C'est-à-dire de dire, les corbeaux du téléphone, ceux qui chantaient « Chef, un petit verre, on a soif » et compagnie, c'est les mêmes qui ont tué l'enfant. Tout le monde prend ça comme acquis. Alors que tout le monde sait qu'on peut très bien, à un moment donné, taquiner des gens au téléphone, leur faire peur, mais pas spécialement aller plus loin. Mais ça offre une excuse idéale à toute personne qui veut couvrir un crime pour dire « c'est relié au corbeau, d'ailleurs comme lui je fais une lettre et je te fais un coup de téléphone ». Vous comprenez ? Pour moi, cette lettre et ce coup de téléphone, qui ne servent juste qu'à prendre des risques, à apparaître près de la poste, à apparaître près d'une cabine, n'ont aucun sens si ce n'est pas pour relier les appels du corbeau avec le meurtre. Donc, ça peut très bien être une manipulation pour détourner l'attention. En tout cas, c'est ce que je crois. Et alors on dit, oui, mais c'est le corbeau, il a fait plusieurs choses, il est venu la nuit chez Christine, elle aurait vu son bras à travers le portail en verre, il s'est enfui dans les cailloux, etc. À nouveau, aucune preuve, que des paroles. Aucun rapport de police relevé d'empreintes dans les cailloux, que sais-je, rien. Que des radotages, idem pour quand on dit on a vu un moustachu faire des repérages autour de la maison de Grégory. Aucune preuve, des racontards. Pas corroboré, flou, évasif. On dit aussi que dans un café à Dossel, on a vu un moustachu. Puis on dit que c'est pas Bernard, que c'est pas ceci, on fait pas les liens. Donc, très, très, très flou. Alors, à un moment donné, dans cette affaire, il faut évacuer le flou. C'est très important. Et il faut garder que les faits réels et tangibles. Les faits réels et tangibles, c'est donc Christine qui va chercher son fils chez la nourrice à 17h. Ok. Ensuite, c'est éventuellement, parce que apparemment tout le monde s'est trompé ou je ne sais pas quoi, 2, 3, 4 collègues de Christine qui apparemment ne l'aimaient pas et auraient dit qu'elle l'aurait vu mettre une lettre à la poste.
Bon, cette lettre sera analysée par de nombreux graphologues et 7 ou 8 d'entre eux vont l'attribuer à Christine. Ça sont des faits. La lettre, elle existe. Les collègues de Christine, ils existent. Ils sont plus qu'une, etc., etc. Ça, on a ces éléments-là. La suite, on nous dit que Christine va se retrouver vers 17h30, je crois, bloquée derrière le bus de ramassage scolaire et que donc c'est la preuve qu'elle était sur la route. Moi, je pose quand même une question et j'aimerais que vous la posiez tous, c'est très important. Le bon sens dans la vie, c'est très important. Si vous êtes à la maison, bon, déjà, si vous laissez votre fils de 4 ans qui a été malade depuis 2 semaines, tout seul dehors avec un bonnet pendant 15-20 minutes, avec les volets fermés et la radio à haut volume, c'est déjà, bon, un petit peu critiquable, on peut mettre ça sur le dos de la négligence. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la suite. On nous dit, après avoir fait le tour de la maison, autour de la maison, et après avoir été chez la voisine, Christine part en voiture et elle va jusque chez la nourrice. Est-ce que quelqu'un de sain d'esprit et qui veut vraiment retrouver son enfant va aussi loin, en sachant que l'enfant peut être rentré dans la maison par l'arrière, peut être dans un petit bois autour, peut être en fait autour de la maison. Il y a quand même une question de distance et de temps. Un petit enfant ne peut pas aller loin. Je ne pense pas qu'on n'a jamais dit que c'était l'habitude de Grégory de partir à pied loin de la maison. Alors pourquoi est-ce qu'on part en voiture loin de la maison? Et longtemps? C'est une question. Et c'est un fait, puisqu'on nous le dit. Elle est partie en voiture, on l'a vu tourner en voiture. Ce sont des choses tangibles qui posent question. Donc, ici, le but, c'est quoi? C'est de dire, il y a évidemment une vérité que personne ne connaît. Et il y a des faits qui sont sans réponse, troublants. Mais faire des actes troublants ne veut pas dire être responsable d'un meurtre. C'est pas la même chose. Se rajoute à tout ce que je viens de dire un autre fait troublant. Quand on accuse Bernard Laroche, Monsieur Villemain est un peu étonné. Parce que ses soupçons se dirigeaient un peu plus vers les Jacquel, l'entourage de je sais plus son nom. Jackie, pardon. Donc il est un peu étonné. C'est quand même un ami d'enfance, il faisait les 400 coups avec lui, etc. Donc c'était pas la première personne qu'il ciblait dans les listes de suspects. Et donc il est arrêté, il passe 3 mois en prison, il est relâché, etc. Et durant tout ce temps-là, bon ben, on va dire, il attend que la justice se fasse. Il l'a dit, je fais confiance à la justice, etc. Et alors, étrangement, je suis obligé d'utiliser le mot étrangement, c'est au moment où sa femme est inquiétée que il décide, avec une arme qu'il détenait chez lui, au su de tous, dont M. Kendler, enfin M. je ne sais plus son nom, l'avocat, le journaliste de Paris Match, il fait de multiples essais pour aller abattre Bernard Laroche. Pour finalement l'abattre concrètement, alors qu'il allait bientôt bénéficier d'un non-lieu. Ça pose question. Je l'ai déjà dit dans un audio précédent, on ne connaît pas beaucoup d'affaires où on laisse déambuler une victime ou un parent de victime avec une arme et où cette personne fait justice lui-même. C'est pas courant. C'est pas courant du tout. Donc dans cette affaire, je vais être clair, comme ça on ne va pas tergiverser. Si Jean-Marie Villemain et son épouse Christine Villemain ne sont pas responsables, co-responsables,
témoins directs, indirects, que sais-je. En tout cas, ils doivent réaliser qu'ils ont eu des comportements, des réactions extrêmement ambiguës. Et l'ambiguïté, ça crée le doute. Ils ne doivent pas s'étonner que des gens sont un peu dubitatifs. Parce que le fait d'abattre Bernard Laroche, ça empêche toute une série de choses. Et on ne peut pas évacuer d'un revers de la main, comme ça, chasser d'un revers de la main, le témoignage de 2-3 collègues de bureau, les analyses graphologiques de 7 spécialistes, et le fait que, après 17 heures, personne n'a vu Grégory. Il faut que tout le monde comprenne ça, c'est quand même important. Je ne veux pas me faire l'écho de ce que l'inspecteur Corradzi disait, mais quand même, il faut méditer. Dernier témoin, premier suspect. C'est-à-dire qu'en dehors de la maman de Grégory, personne ne l'a plus vu après. Ni de près, ni de loin, ni de travers. C'est un fait important. Plus, personne n'a vu le premier suspect, c'est-à-dire Bernard Laroche, dans le champ, autour de la maison, avec Grégory le tenant par la main, ou que sais-je. Personne, zéro. Il n'y a même personne qui a vu Grégory qui jouait à l'arrière de la maison et la voiture dans le garage. C'est quand même... On peut pas faire semblant de rien, je veux dire, vous comprenez? Moi qui suis un chercheur de vérité neutre dans cette affaire, je suis quand même obligé d'être interpellé par tout ça. Maintenant, on me parle de comportement de Marie-Ange, etc. Oui, je suis convaincu que 18 mois plus tôt, dans cette famille, tout le monde s'amusait à s'espionner et à se faire des blagues au téléphone. Le téléphone était nouveau, ça faisait un peu rire tout le monde, c'était des gens un peu basiques. Quand ils avaient un verre dans le nez, ils faisaient des appels les uns les autres, ils se faisaient peur, etc. Parce qu'à ce qui paraît, tout le monde a admis avoir joué au corbeau les uns avec les autres. Mais pour moi, cette affaire est totalement déconnectée de la grande affaire qui est le meurtre. Même si on veut nous faire des liens à tout prix entre les deux, à travers le coup de téléphone à Michel et le courrier déposé à la poste. Maintenant, ce qui pose problème dans tout ce que je viens de raconter, c'est que, un, ce sont des suspicions, c'est pas des preuves, et deux, il y a un problème de mobile. On a beau se creuser les méninges, comme on dit, on n'arrive pas à trouver un mobile sérieux de la part des parents du petit. Ils avaient l'air d'aimer leur enfant. Rien ne laisse préjuger du fait que on en soit à ce point-là. Et donc, c'est là où on bute dans cette affaire, c'est que on a des suspicions, on ne trouve pas de mobile, on voit des incohérences, on voit des bizarreries, mais qui ne permettent pas de dire tel ou tel a commis cet acte quand même complètement fou. Il s'agit quand même de kidnapper un enfant, de l'endormir, de lui mettre des cordelettes autour des pieds et des jambes, lui tirer un bonnet sur le visage et le jeter dans une rivière froide. C'est pas anodin, c'est pas comme brûler une voiture ou crever des pneus. C'est quelque chose de très lourd. Et personnellement, j'ai toujours eu des doutes dans ce milieu un peu paysan, ouvrier, qu'on puisse porter atteinte à la vie d'un jeune enfant. C'est quand même des gens assez attachés aux liens, à la progéniture, etc. C'est pas dans la mentalité. Alors voilà où on en est dans cette affaire. Beaucoup de paroles, peu de preuves, peu de témoins visuels, beaucoup de gens qui ne parlent pas. La femme d'Albert, Monique, qui est morte avec ses secrets. Muriel, qui est toujours dans une semi-dépression et qui répète depuis 30 ans, c'est pas Bernard. Et Marie-Ange Laroche qui dit jusqu'à la fin de mes jours, je défendrai la mémoire de mon défunt ex-mari. Enfin voilà, je veux dire, le temps passe.
Et si les gens espèrent que la vérité sorte, je pense que ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Admettons, je dis bien admettons, que Christine Villemain a quelque chose à voir dans cette affaire. Est-ce que vous pensez que, même sur son lit de mort, elle a envie que ses 3 enfants, grands enfants, entendent une histoire sordide ou une quelconque, comment je vais dire, dénonciation personnelle? Elle va salir toute sa mémoire, ses enfants vont être déçus. Qui veut laisser ça derrière lui? Personne. Donc c'est très peu probable. Muriel Boll, est-ce qu'elle a envie qu'on dise elle change tout le temps de version? Admettons qu'elle dise aujourd'hui, ben écoutez, ma sœur et son mari faisaient chambre à part, moi j'avais 15 ans, j'avais les hormones qui me travaillaient, moi et Bernard, des fois on se retrouvait. Pourquoi elle va dire ça? Elle peut pas le dire ça. Elle va se salir auprès de sa sœur, auprès de son entourage. Voilà, les gens sont coincés dans leurs mensonges. Et ça va être très difficile parce que qui veut se salir? Personne. La seule chance qu'il y a dans cette affaire, et à mon avis les clés sont surtout entre Muriel et Christine, c'est qu'à un moment donné les gens se disent tant pis pour moi, pour le souvenir que je laisse. Moi, ce qui m'importe, c'est la vérité, me retrouver le jour du jugement en ayant affronté la réalité. Et voilà, je vide mon sac et l'affaire se termine ici. Mais pour ça, ça demande du courage, ça demande de la foi, c'est très compliqué. L'humain, en général, est lâche et préfère les faux semblants. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Imaginez-vous quelqu'un comme Jean-Marie Villemain, 30 ans, d'abord des années de prison pour avoir tué un être humain peut-être innocent, et puis 30 ans de recherche, d'enquête, d'étude du dossier, pour au final entendre peut-être sa femme lui dire ben voilà, il y avait ça, je déprimais qu'on vivait dans la région, je savais pas comment partir, je sais pas pour quel motif, j'imagine, hein, c'est tout des imaginaires ce que je dis là. C'est pas vivable d'entendre ça, c'est pas possible. Donc voilà où on en est. Ce que je regrette, ça c'est un message que j'ai pour Jean-Marie Villemain, que je pense être un gars sincère et qui a vraiment souffert. On le voit vraiment que, comme on dit, c'est un gars bien, avec ses défauts, hein, puisqu'il lui-même il avoue qu'il était un peu vantard et orgueilleux avant ce drame. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas idéaliser les êtres humains. L'être humain est rempli de paradoxes et de faiblesses. Et il ne faut rien exclure. Et il faut se poser des bonnes questions. Parmi tous les documentaires que j'ai vus, je pense les avoir tous vus, j'ai jamais entendu Christine dire j'étais vraiment inconsciente, comment j'ai laissé devant la maison avec les volets fermés. J'aurais pu au moins repasser devant la fenêtre pour avoir un œil sur lui. Je savais qu'il y avait déjà eu un corbeau qui a essayé de s'introduire chez nous, qui nous menaçait. J'aurais dû être sur mes gardes, je m'en veux, j'ai ma part de responsabilité. J'ai jamais entendu ça, j'ai entendu des choses très décalées, comme ça, un peu en spectateur, je ne sais pas. Et ce qui m'inquiète, en fait, c'est que j'ai l'impression d'être un peu le seul à percevoir tous ces paradoxes, toutes ces choses bizarres, tous ces propos. Voilà, personnellement, moi, mon avis, c'est que je ne dis pas que Christine est coupable. Je dis qu'elle tient des propos ambigus. J'ai vu une main la nuit. Je suis parti en voiture loin de la maison chercher Grégory. Je l'ai laissé 15-20 minutes devant la maison pendant que je repassais avec la radio et les volets fermés. Tout ça est dit comme très banal, très normal. Ah non, les collègues de la poste ont dû confondre, ça devait être le jour d'avant, j'étais pas habillé comme ça. Enfin, on évacue tout ça d'un revers de la main, les factures d'électricité qui montent au moment donné où le corbeau est très actif.
On dit oui, non, ça correspond à une époque où sa maman est à l'hôpital, enfin je ne sais pas quoi. Enfin, tout est évacué par des excuses. Et en face de ça, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. C'est ça le problème. Si on veut absolument accabler Bernard Laroche, on n'a pas grand-chose. Si vous enlevez le témoignage de Muriel Boll, le premier témoignage, vous n'avez pas grand-chose. Personne l'a vu à la poste, personne l'a vu à Doncel, personne l'a vu près d'une cabine, personne l'a vu dans un café occupé à téléphoner. Personne. C'est quand même troublant. Alors là, on a le choix entre le vide, ou très peu de choses, le témoignage d'une fille de 15 ans qui dit oui, qui dit non, et des agissements clairement ambigus de la part de Christine. Alors je ne dis pas que ça fait de la personne la coupable, je dis juste que l'ambiguïté peut vouloir dire qu'elle a fait une gaffe, il y a eu un accident, elle est complice, ça peut être plein de choses, ça ne veut pas spécialement dire que c'est une sordide criminelle. Mais en tout cas, il faut avoir le courage, contrairement à ce que font la plupart des émissions sur le sujet, de dire c'est quand même un peu étrange tout ça. Des gens qui viennent la nuit, on entend les graviers, l'enfant tout seul 15-20 minutes, on part en voiture loin le chercher. Je me répète, mais c'est parce qu'il faut réaliser que c'est quand même étrange. Mais voilà, je répète, l'étrangeté, l'ambiguïté ne fait pas une culpabilité. Christine a bénéficié d'un non-lieu, donc je suppose qu'il y a toutes sortes de paramètres que nous n'avons pas, qui sont dans le dossier, qui ont été pris en compte. Mais apparemment, on a un ancien juge, qui est le juge Lambert, qui a été jusqu'à se tuer par dégoût envers lui-même d'avoir accusé Bernard Laroche, ce qui a poussé Jean-Marie Villemain à le tuer. C'est pas rien non plus, ça. C'est quand même se donner la mort. C'est pas rien du tout. Et donc voilà, on va conclure ici. Quand vous repensez à cette affaire, quand vous enquêtez sur cette affaire, il faut toujours évacuer les propos des gens. Toujours. Tout ce qui a été dit n'est pas vérifiable, tout simplement. On ne sait pas vérifier l'appel chez Michel, on ne sait pas vérifier la présence la nuit de quelqu'un qui a voulu casser la porte. On ne sait pas vérifier qui a mis une lettre dans les volets, etc. On ne sait pas ce qui est vrai du faux. Qui a appelé, combien de temps, combien de fois. On ne sait rien du tout. On ne sait rien. Donc on peut se référer qu'à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est le moment où Grégory a disparu. Et où était chacun à ce moment-là. Alors évidemment, on cherche à prendre des raccourcis. Oui, il se peut que les couples Jacob se sont absentés de la réunion syndicale. Je ne sais pas si vous réalisez l'entreprise. Il faut venir, prendre l'enfant, ne pas être vu, aller à Doncel, faire des nœuds, le mettre dans l'eau sans être vu, et puis faire un appel, mettre une lettre à la poste. Enfin, c'est complètement délirant. C'est pas quelque chose qui s'improvise sur le coin d'une table. Et c'est ce qu'on veut nous faire dire, en fait. C'est-à-dire, d'une main, Bernard tenait le petit, de l'autre, il griffonnait un message. Arrivé à la poste, Muriel a été le maître, puis ils arrivent à Doncel. Pendant la voiture, Muriel leur a injecté l'insuline. Enfin, c'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou. Et certainement que la vérité est une histoire très simple, très banale, mais qui est masquée par des tonnes et des tonnes de mensonges, de malinterprétations, de plein de choses. Et c'est vrai que je ne m'y intéresse plus beaucoup parce que je comprends que ceux qui peuvent dire la vérité ne la diront pas pour sauver leur honneur, leur mémoire, etc. Et donc voilà, on se retrouve avec des dizaines de vies gâchées. Sébastien, le fils de Laroche, qui erre ivrogne dans les rues de Bruyères. Marie-Ange qui court après son désir d'innocenter son ex-mari. Muriel Boll qui écrit des livres, qui est en dépression, qui a raté sa vie. Michel qui est mort d'un cancer avec Jackie. Et Jean-Marie et Christine, bon voilà, qui se sont isolés dans les Yvelines et qui ont leurs 3 enfants, qui font un peu chacun un boulot, et puis voilà quoi. Et la vérité dans tout ça, ben, la vérité, celui qui la connaît, ben, il n'a pas envie de la dire parce que
Parce que ce serait trop gros, ça ferait trop mal, des milliers et des milliers d'heures d'enquête, des années de recherche. Qui a envie de mettre tout sur la table comme ça? C'est pas facile, c'est pas facile. Et comme je l'ai dit, quand on dit Muriel, pourquoi elle a dit ça? Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle cache un autre secret, qui n'a rien à voir avec le meurtre de l'enfant, mais qu'elle n'a pas envie de dire non plus. Parce que, voilà, ça passerait pas, ça ferait mauvais genre, sa sœur le prendrait mal, voilà. Voilà, donc je m'arrête ici, je n'ai plus grand-chose à rajouter. Personnellement, mon opinion s'arrête au fait de dire que Christine est ambiguë. Ça s'arrête là. Au-delà d'ambiguïté, je ne vois pas comment une maman peut tuer son fils comme ça, sans raison valable, donc je ne peux pas non plus aller plus loin que ça. Elle a bénéficié d'un non-lieu, donc voilà. Et puis pour le reste, bah, la culpabilité de Bernard, ça me semble un peu gros, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine, s'il y a des faits nouveaux. À bientôt.